Marc Eisenberg, président de Qualita, il reçoit Luc Ferry, le philosophe, écrivain, ancien ministre de l'Éducation nationale. Marc Eisenberg, bonjour. Bonjour. Bonjour Luc Ferry. Bonjour Marc. Luc Ferry, ancien ministre, philosophe, écrivain à succès, mais également, je dois le dire pour nos auditeurs, auteur notamment d'un discours mémorable pour les 150 ans de l'Alliance israélite universelle, une institution qu'il connaît bien et pour laquelle il nous a beaucoup aidé. Alors, on va essayer de parler cet après-midi, Luc, si vous voulez bien, du futur, même si faire des prévisions, comme le disait Jacques Chirac, pour le futur, c'est compliqué. On va essayer de parler du futur. Qu'est-ce qui va se passer à la fin de cette crise? Mais peut-être, pour mieux comprendre ce qui risque de changer ou de ne pas changer, il faut peut-être commencer par essayer d'éclairer un peu nos auditeurs sur la cause de cette pandémie et la réflexion qu'on peut avoir. Et je voudrais, pour commencer, vous soumettre une thèse d'un écologue qui s'appelle Philippe Grandcola, qui est directeur de recherche au CNRS et directeur de laboratoire au Muséum national d'histoire naturelle, pour qui le problème du Covid-19 est un problème de biodiversité. C'est-à-dire, on a imposé au monde un trop grand bouleversement lié à la biodiversité et on ne se rend pas compte qu'il y a eu beaucoup d'épidémies ces dernières années, ce qu'on appelle des zoonoses, transmission d'un agent pathogène entre animaux et humains, et il ne s'agit pas d'un problème médical, mais en fait, c'est notre faute à nous parce que, par exemple, on déforeste trop, on met en contact des animaux sauvages, chassés de leur habitat naturel, dans des écosystèmes déséquilibrés et trop proches des villes. Et c'est ça qui aurait entraîné le SRAS, l'Ebola, le SIDA ou le Covid-19. Qu'en pensez-vous? Que cette thèse est absurde, je le dis très clairement. On a eu la grippe espagnole a existé à un moment où elle a tué plus de 50 millions de personnes dans le monde, où le tourisme de masse n'existait pas, où la mondialisation libérale n'existait pas. Il a fallu 3 ou 4 bateaux au Moyen-Âge pour répandre la peste noire qui a fait des millions de morts dans toute l'Europe, sans que, encore une fois, la mondialisation n'existe, ni le tourisme de masse. Donc tout ça est absurde. On a une récupération de la crise sanitaire actuelle qu'il ne faut surtout pas confondre avec une crise écologique. Le Front National, l'extrême droite dit c'est évidemment, c'est parce qu'on a supprimé les frontières. L'extrême gauche dira mais bien sûr, c'est la mondialisation libérale qui est en faute. Les écologistes disent mais évidemment, c'est parce que la biodiversité a été maltraitée. Donc chacun essaye de récupérer, de tirer les draps pour récupérer cette crise et donner un sens à son combat politique, mais ça n'est pas du tout de ça qu'il s'agit. Il s'agit au contraire, si on veut renverser les choses par rapport à ce que dit cet écologiste, rien n'est plus naturel qu'un virus. Rien n'est plus naturel qu'un virus. Donc en fait, ce qu'on retrouve, je pourrais citer Emmanuel Lévinas, ce qu'on retrouve, c'est la vieille hostilité de la nature à l'égard des humains. Lorsque le tsunami en 1755 détruit les 3/4 de la ville de Lisbonne, entraînant probablement des dizaines de milliers de morts, c'est quelque chose qui est totalement naturel. La nature n'est pas toujours notre ennemi. On aime la nature quand elle ressemble aux îles grecques et qu'il n'y a pas trop de monde, mais les virus sont naturels, les tsunamis sont naturels, et donc cette récupération d'une crise sanitaire en crise écologique est même assez honteuse. Alors là, à votre première réponse, je crois un petit peu entendre également les thèses développées par l'Israélien Yuval Harari, le célèbre auteur de Sapiens, une brève histoire de l'humanité, qui effectivement a écrit sur le fait que il y a beaucoup de pandémies alors qu'il n'y avait pas de mondialisation. Vous avez cité la peste noire, qui s'est étendue en quelques années et qui a tué un quart de la population mondiale. Il donnait un exemple intéressant. Il disait en 1520 au Mexique, il n'y avait ni carriole, ni même âne, et pourtant une épidémie de variole a tué en 6 mois un tiers de la population. Donc on n'avait pas besoin d'avions avec des classes à faire pour transporter le virus.
Donc c'est la nature qui est ennemie, il ne faut pas faire de récupération. Et alors, est-ce que la mondialisation est quand même mise en cause ou pas dans cette épidémie? Pour vous, non. Non, c'est pas le sujet. Je ne pense pas que ce soit le grand sujet. Non, c'est ce qui est vrai, c'est ce qui est nouveau. C'est, d'après ce que disent les spécialistes, la première fois dans l'histoire de l'humanité qu'on a une pandémie véritablement mondiale. Ça n'avait jamais existé. Avant, c'était limité à un certain nombre de continents, mais pas à la planète tout entière. Bon, de toute façon, et la mondialisation n'est pas quelque chose qu'on peut refermer d'un coup de baguette magique. Elle est là, cette mondialisation, il faut faire avec. Et si on voulait défendre la mondialisation, on pourrait montrer que dans ce type de pandémie, d'épidémie et de pandémie, elle nous rend d'immenses services. Jamais on a été aussi vite qu'aujourd'hui pour travailler ensemble à trouver des réponses à ce Covid-19. Sur le sida, souvenez-vous, on a mis Ah là 30 ans. là, ouais. Là, on pense que d'ici un an et demi, on va avoir des solutions, des vaccins. Et Oui, donc, on travaille à une vitesse extraordinaire. La coopération entre les nations est très intéressante aujourd'hui. Donc, on peut défendre les deux thèses, si vous voulez, mais chaque fois, c'est de la récupération politico-idéologique. Chacun essaye de tirer les draps de son côté. J'essaye d'éviter ça. effectivement, on pourrait dire que, par exemple, au Moyen Âge, on n'a jamais trouvé la raison de la peste noire et qu'ici, avant même qu'on découvre, on espère rapidement un vaccin, en 15 jours, on a pu séquencer le génome, on a pu développer un test fiable qui permet d'identifier les contaminés. Donc Exactement. là, quelque part, il y a quand même tous les bénéfices de la coopération mondiale. Et si Absolument. on réfléchit par rapport à la gravité des pandémies et des épidémies qui nous touchent, on pourrait dire de manière cynique que cette pandémie est dramatique, mais pour l'instant, il semblerait, les pronostics des savants seraient qu'au final, on ait moins d'1 million de morts sur la planète par rapport à une population de 7 milliards 700 millions, ce qui n'a rien à voir avec les pourcentages, 25 ou 30 de la population. Et pourquoi? En raison des progrès de la science, de l'hygiène et de la coopération. Oui, vive la science. Je suis très intéressé par ce qui se passe aujourd'hui. Je trouve que c'est en effet, de ce point de vue-là au moins, quelque chose d'assez extraordinaire. Bon, j'aurais d'autres désaccords avec Harari sur la question de la science, mais peu importe. En tout cas, ce qui est clair, c'est qu'aujourd'hui, on progresse, comme vous venez de le dire, de manière absolument faramineuse par rapport aux épisodes pandémiques précédents, où on a mis des années avant de trouver, de comprendre ce qui se passait, de séquencer le virus, etc. Donc là, on progresse très vite. Qu'est-ce qu'on va en tirer comme enseignement dans la suite? Je pense que sur le plan sanitaire, on en tirera quand même qu'on a intérêt à ne pas être totalement dépendant de la Chine. Ça, c'est évident. Ça va faire un changement relativement majeur. Si on Oui, se sauf qu'il n'est souvient pas fait. que, Sauf oui, que le changement n'est 90%, pas fait. Pour l'instant, on est dans les mots. on est dans Les les mots mots. MOT. Enfin, Mais, quand ouais. on est dans les deux mots, Oui, voilà, on est dans les MAUX deux aussi. mots. Mais pourquoi On est ça dans les reste deux encore mots. Mais on verbal? ne peut pas dépendre. L'opinion n'accepterait plus, je pense, de dépendre, par exemple, tout simplement l'aspirine ou de dépendre de 90% de la Chine, sans parler des masques et de ce dont on a besoin pour cette pandémie-là. Mais je pense que cette dépendance-là n'est plus acceptable et elle aura d'ailleurs sans doute à la marge des conséquences écologiques positives en diminuant un certain nombre de transports et également peut-être en reconvertissant une partie de la production chinoise pour le marché intérieur chinois, qui sans doute du coup deviendra un petit peu plus riche. Oui, mais Non? pour l'instant, non. Oui, mais c'est compliqué à faire parce qu'il ne suffit pas de paroles verbales. Les relocalisations coûtent cher. Pourquoi elles coûtent cher, les relocalisations? Elles coûtent cher parce que les coûts de production de la Chine sont évidemment beaucoup plus élevés que ceux de la vieille Europe en particulier. Mais ce n'est pas seulement ça, c'est que même quand on a des taux d'intérêt très faibles, ce qui est le cas aujourd'hui, donc les États peuvent s'endetter, au lieu de faire les réformes structurelles qu'ils devraient faire, ils en profitent pour s'endetter parce qu'on a dans certains pays comme la Suisse ou l'Allemagne des taux négatifs, et puis même en France, on a des taux qui sont, grâce à l'Union européenne, très faibles. Donc au lieu de faire les réformes structurelles, on s'endette
et on en profite, on profite des taux faibles pour s'endetter. Mais que font les pays quand ils sont endettés, mon cher Marc? Et j'ai vécu ça quand j'étais ministre, évidemment. Que font les pays quand ils sont endettés? Leur premier réflexe, c'est d'augmenter les impôts des familles, des particuliers, d'augmenter les charges sociales sur les entreprises. Alors évidemment, comme Français, la situation en Israël n'est pas la même, mais nous avons le taux de prélèvement obligatoire le plus élevé de l'OCDE, et donc ça n'est pas pour rien. Et donc dans ce cas-là, quand les charges sur les entreprises sont très élevées, les relocalisations sont difficiles parce que quand on vend des produits beaucoup plus chers parce que les charges sociales sont très élevées, ben, malgré tout, soit il y a un marché parallèle qui se crée, soit on va acheter ailleurs. Donc, relocaliser n'est pas aussi simple qu'on le croit. C'est très souhaitable intellectuellement parlant, mais économiquement, ce n'est pas du tout facile à faire dans un pays hyper endetté comme la France, comme l'Italie, comme l'Espagne. En Allemagne, c'est faisable. Alors, Voilà. je Donc, comprends il faut bien comprendre ça. et je comprends votre point de vue. Ça n'est pas aussi facile que ça de relocaliser, mais c'est quand même une volonté politique. Par contre, je suis un petit peu en désaccord avec vous concernant le poids de la dette. Depuis des années, et notamment, évidemment, c'était la ligne de fracture entre la droite et la gauche dépensière et la droite qui voulait avoir une économie plus vertueuse et avec des déficits inférieurs et mieux maîtrisés. On a le sentiment, vous écoutez, bon, la dette, c'est absolument épouvantable. Et évidemment, aujourd'hui, avec les plans de relance annoncés, la dette va encore augmenter. On rappelle que Bruno Le Maire a annoncé 100 milliards de plans de relance, dont 20 milliards pour le chômage partiel, dont 7 milliards pour l'hôpital, le matériel médical et les primes pour les soignants, dont une aide de 6 milliards pour les petites entreprises, etc. Le poids de la dette en France était pratiquement de 100%, un petit peu moins, à la fin de l'année 2019. Mais quand on regarde le coût de la dette, le coût de la dette, c'est directement lié aux intérêts. Et nous avons une chance incroyable d'être dans une période, vous allez me dire que ça ne va peut-être pas durer, une période incroyable où le taux d'intérêt sont très faibles et pour la première fois, l'État français a pu s'endetter à un taux négatif. Ce qui fait qu'entre 2014 et 2018, on se rend compte par exemple que le poids de la dette, ce qui est payé chaque année dans le budget, était passé de 46 milliards à 43. Donc, en fait, avait même diminué en raison de ce taux d'intérêt. Donc, est-ce que le problème, c'est le poids de la dette? Je rappellerai aussi qu'à la fin de la guerre, la dette était de 240% en France. Elle est tombée à 25%. Alors, certes, par rapport à l'Allemagne, nous sommes un mauvais élève, mais la moyenne de l'Europe est à 91%, les États-Unis sont à plus de 100%, le Japon est à 250%. Donc, est-ce que la question, c'est pas d'une part le taux d'intérêt, deuxièmement, est-ce qu'on a confiance en la monnaie? Tant qu'on a confiance en la monnaie, il n'y a pas de problème entre guillemets majeur. Et troisièmement, qu'est-ce qu'on fait de cette dette? Est-ce que c'est une bonne dette ou pas? Est-ce que c'est une dette qui sert à la production et à la création de richesses et par exemple à la relocalisation ou pas? Ben chez nous, c'est une très mauvaise dette parce qu'on en profite pour ne pas faire les réformes structurelles. Comme je le disais tout à l'heure, c'était la pente naturelle des États, c'est au lieu de faire les réformes structurelles, puisque les taux d'intérêt sont proches de zéro, voire dans certains pays négatifs, profitons-en, allez, on s'endette, on s'endette, on s'endette. C'est formidable puisque les taux d'intérêt sont très bas. Et donc, au lieu de faire les réformes structurelles, on les diffère parce qu'il suffit de s'endetter, ce qui est beaucoup plus facile. Et donc, les intérêts bas, contrairement à ce qu'on peut penser, c'est une très, très, très mauvaise nouvelle parce que ça donne une facilité aux États de ne pas faire le job. Donc, c'est catastrophique en vérité. Par ailleurs, quand on prend l'exemple du Japon, il faut quand même savoir que nous, en France, nous avons, comme je le disais tout à l'heure, le taux de prélèvement obligatoire le plus élevé des pays de l'OCDE. Le Japon, c'est exactement l'inverse. Ils ont des taux de prélèvement obligatoires extrêmement bas, donc ils ont une marge de manœuvre pour se désendetter qui est très, très commode. Vous disiez que nos intérêts de la dette, c'est autour de 43 milliards d'euros, mais malgré tout, c'est énorme. Si on avait ces 43 milliards d'euros, si on les avait injectés
dans l'hôpital qui est en grève depuis 2 ans, on aurait préparé, sans le savoir même, mais on aurait de fait préparé la crise actuelle de manière extrêmement confortable, si je puis dire. Regardez ce qui se passe en Allemagne. Alors on me dit en Allemagne, ils dépensent 1 milliard de plus pour l'hôpital en Allemagne, mais ils dépensent 1 milliard de plus que les Français pour l'hôpital en Allemagne, mais dans un système où la partie privée, les hôpitaux privés, est extrêmement développée, contrairement à la France. Donc, vous voyez, ce sont des sujets pleins d'effets pervers, pleins d'effets secondaires. Moi, ce que je défends comme idée, c'est que, les politiques keynésiennes aujourd'hui sont totalement légitimes, on ne peut pas faire autrement, il faut qu'on injecte le nombre de milliards une qu'il faut, relance par les grands travaux. relance par la consommation, relance soutien de l'État aux entreprises et aux chômeurs, très bien, tout ça on est obligé. En gros, c'est 100 milliards par mois. Bon. Donc on est obligé de le faire. Pourquoi? Parce que si l'économie est cassée pendant la crise, elle ne repartira pas après. Donc très bien. Mais les gens qui s'imaginent, les altermondialistes, les écologistes, etc., toute la gauche qui s'imagine, la gauche archaïque, pas la gauche intelligente, bon, qui s'imagine que ça prouve que les politiques keynésiennes c'est bien, se trompe. Keynes a raison en période de crise, mais il a tort en période de croisière. Il va falloir revenir de Keynes à Schumpeter. Et donc, l'Europe, elle fait très bien le boulot aujourd'hui, contrairement à ce que disent les anti-européens, mais l'Europe, contrairement aux politiques keynésiennes traditionnelles, oui, elle met de l'argent, elle soutient l'économie, mais ce qu'elle va faire surtout, tout l'argent qu'elle va mettre, c'est surtout non pas pour éponger les dettes passées, et j'ai l'impression que c'est ça que vous souhaitiez, mais ce n'est pas du tout ce qu'elle va faire, l'Europe. Elle va accepter de mettre de l'argent et de s'endetter, mais pour les investissements productifs d'avenir. Et ça, c'est vraiment bien. Luc, néanmoins, quand vous parlez de l'effet pervers de cette dette, oui, oui. L'année dernière, nous étions dans l'épisode des Gilets jaunes. Oui. Et le président Macron, guillemets, a cédé à un certain nombre de revendications sociales et a donné, a injecté 10 milliards d'euros pour satisfaire les revendications. Qu'est-ce qu'on n'a pas entendu entre 10 et 20 qu'est-ce qu'on n'a pas entendu comme la folie que ça représentait. Et puis finalement, on s'est rendu compte que les conséquences économiques, au moins à court terme, n'étaient pas aussi dramatiques, qu'une partie de cet argent est repartie dans la consommation et qu'on n'a pas eu ce qu'on attendait comme crise énorme financière sur l'endettement de la France, etc. Donc ce qui compte sans doute, c'est quand même, est-ce qu'en Europe et en France, on va retrouver de la croissance? Si on retrouve de la croissance, dans ce cas-là, on peut financer ces dettes parce qu'on aura des recettes plus importantes. Vous avez insisté sur le poids des prélèvements obligataires en France. Ce n'est pas l'ancien chef d'entreprise que je suis qui va vous contredire, mais on peut reconnaître quand même que depuis quelques années, ça s'est un peu amélioré. Et j'ai été agréablement surpris, ça n'est que des paroles verbales, vous me diriez, d'entendre par Bruno Le Maire dire qu'il n'y aura pas de hausse d'impôts à la fin de la pandémie. On va voir. Mais si on n'augmente pas les impôts et on continue à réduire les prélèvements obligatoires, est-ce qu'on arrivera à recréer les conditions d'une croissance qui changerait la donne économique? Mon cher Marc, les politiques keynésiennes, c'est un shoot, c'est comme la drogue. C'est formidable au début. Évidemment, si vous lâchez 20 milliards d'euros aux gilets jaunes, qui sont en gros des tout petits, en moyenne, statistiquement, sont des petits ménages, ce n'est pas des gros revenus, ce sont des gens qui sont au SMIC la plupart du temps, ils sont au salaire minimum. Donc si vous lâchez 20 milliards à des gens qui sont des petits ménages, évidemment qu'ils ne vont pas épargner, donc l'argent va partir dans l'économie, donc ça va remplir les carnets de commandes des entreprises. Donc tout ça est formidable, c'est un shoot merveilleux. Et donc c'est comme si vous preniez un bon coup de cocaïne pour pas dormir. C'est parfait, ça vous réveille. Très bien, donc on relance, la relance par la consommation, ça marche toujours. Le problème, c'est que ça se fait au profit, au détriment des déficits publics et de la dette, et que, encore une fois, ce que font les États quand on est très, très endetté, c'est qu'ils augmentent, ils finissent par augmenter soit les impôts sur les familles, soit les charges sociales sur les entreprises, soit les deux. Et donc aujourd'hui, puisque vous étiez chef d'entreprise, ma femme est chef d'entreprise, mais les entreprises, les TPE, PME, elles sont écrasées sous les charges sociales.
Et c'est pas parce que je suis un libéral, moi je suis un social-démocrate, moi je suis un vieux gaulliste rocardien, je suis pas un fanatique néolibéral, mais je vois les petites entreprises en France, mais elles crèvent des charges sociales qui les empêchent d'investir dans l'innovation, qui les empêchent de recruter, d'employer. Donc c'est ça qu'on vit aujourd'hui. Donc le keynésianisme, c'est formidable au départ, hein. C'est comme le supplice du PAL, ça commence bien, mais ça se termine mal. Et donc, c'est formidable, on relance la consommation. C'est du Mélenchon, l'extrême gauche est ravie. Hein, les gens, l'extrême gauche vous dire, mais c'est bien, on augmente les bas salaires, donc les petits salariés sont contents, les entreprises sont contentes parce que les carnets de commandes se remplissent, alors elles créent des emplois, alors l'État est content parce qu'il y a moins de chômeurs. C'est merveilleux. Pourquoi on ne fait pas ça? Pourquoi on n'augmente pas le SMIC? On ne le met pas à 10 000 euros par mois plutôt que 1 200 euros par mois si c'est si formidable? Tu vois bien qu'il y a une limite. Pardon de te tutoyer, mais Bien dans la vie, sûr, on se tutoie. bien sûr. Donc le problème, c'est que la Alors, limite, on l'a atteinte en France. On l'a dépassée. C'est ça le problème. est-ce qu'on peut espérer, parce que ce qui nous intéresse, c'est qu'est-ce qui va se passer demain, Oui. est-ce qu'on peut espérer néanmoins que cette crise et le confinement nous Oui. permettent un peu de réfléchir autrement et de changer chez un certain nombre de nos responsables, de politiques, etc., les règles d'antan? J'ai entendu Macron dans son intervention hier, il a dit « moi le premier, je dois changer, moi le premier ». Est-ce qu'il n'y a pas un espoir justement qu'on entende que le monde doit être différent, que peut-être on doit être moins exigeant sur la rentabilité financière à court terme? Il est clair que si on investit des milliards d'euros dans l'hôpital, ça n'est pas des dépenses entre guillemets rentables. Est-ce que les gens vont être prêts à payer plus cher justement ce qu'on disait, un certain nombre de produits qui seront faits en France, ce qui n'était pas le cas avant, mais en comprenant que c'est peut-être indispensable pour l'équilibre de notre planète, est-ce qu'il ne peut pas y avoir un changement des gens ou bien tout va repartir comme avant? Non, ça repartira bien pire qu'avant, parce que c'est exactement dans le sens inverse de ce que vous dites, pour une raison qui est là aussi assez simple, à mon avis, à comprendre, c'est que la production est totalement ralentie. Donc, on a en gros 3 ou 4 points de récession par mois de confinement. Donc, on va avoir une récession en gros de 10 points sur une année. Bon. Et encore en admettant que le confinement ne dure pas trop longtemps. Donc, quand la production économique est ralentie, et pour l'instant, elle est vraiment très, très, très ralentie. Bon, quand on est en récession, et en récession massive, on n'a jamais connu une telle récession, même pas depuis la guerre. Bon. Donc, quand on est en récession et que par ailleurs on injecte de l'argent, donc, puisque les politiques keynésiennes, c'est très bien, on ne peut pas faire autrement, je n'y reviens pas, on injecte de l'argent, le résultat, c'est l'inflation, évidemment. Et c'est déjà le cas. On peut même déjà le sentir quand vous faites appel, par exemple, des entreprises qui livrent les repas à domicile, les prix ont considérablement augmenté. Si vous voulez prendre un Uber, les prix ont considérablement augmenté. Donc, quand la production est ralentie et qu'on continue d'injecter de l'argent, par définition, les prix augmentent et donc on est dans une logique inflationniste. Donc, je pense que s'il y a quelque chose à en tirer, c'est pas du tout comme le disent les altermondialistes que les politiques néolibérales nous ont conduites à la catastrophe. C'est exactement l'inverse. C'est par manque de politique libérale qu'on est en train de crever en France. Et donc, c'est exactement le contraire de ce que les gens attendent. C'est par défaut de libéralisme qu'on est en train de mourir. Et donc, les pays comme la Suisse, qui sont des pays super libéraux, ou comme l'Allemagne, qui ont un endettement de 60% du PIB quand on est à 102% en France aujourd'hui, s'en tirent très bien. L'Allemagne, elle est assez réticente à l'endettement général de l'Europe parce qu'elle n'a pas besoin de s'endetter pour faire face. Et donc, elle le fait quand même, c'est très bien. Alors, encore une fois, le mécanisme de stabilité européen, le MES, le mécanisme européen de stabilité, il va mettre 250 milliards sur la table. La BCE va mettre 1000 milliards de garantie des prêts bancaires. Formidable, c'est très bien. Mais des pays comme l'Allemagne n'en ont même pas besoin. La Suisse, qui n'est pas dans l'Union, absolument pas besoin. Et donc, je pense que s'il y a une leçon à tirer, c'est qu'il faut être républicain en politique et libéral en économie. Parlons un peu de philosophie. Il faut être, comme disait Victor Hugo, vous savez, Victor Hugo, il disait politique, deux problèmes. Premier problème, produire la richesse. Deuxième problème, la répartir.
le problème de la production de la richesse et le problème de la société civile, et seul le libéralisme économique le fait. Et le problème de la répartition, c'est le problème politique. Et là, on a besoin d'un État qui vise l'intérêt général. Mais si on ne produit pas de richesse, on n'a rien à partager. Donc, je pense que s'il y avait une leçon à tirer de la crise, c'est que, un, on n'est pas assez libéraux en économie, et deux, on n'est pas assez étatique en politique. Alors, pour CQFD. revenir quand même sur ce futur, on voit quand même deux tendances. Il y a une crainte aujourd'hui qui est le repliement de chaque pays sur Oui. lui-même. Oui. On a peur de l'étranger. Qui va ramener du virus dans le corona dans tel pays, en Chine ou ailleurs, c'est les gens qui voyagent, qui viennent de l'étranger. Donc ça, il faut fermer les frontières, il faut fermer les villes. Vous avez vu ce qui s'est passé à Sète. On barricade une ville pour être sûr qu'il n'y ait pas des Parisiens ou des Lyonnais qui vont contaminer cette ville. Donc il y a ce repli sur lui-même. Et à l'inverse, est-ce que la population va comprendre ce qu'on a dit au début de notre entretien, c'est-à-dire que c'est réellement la coopération internationale qui peut aider à vaincre au niveau sanitaire la pandémie, et que la propagation de l'épidémie dans n'importe quel pays au monde met en péril l'humanité tout entière, et que c'est notre intérêt également à ce que l'épidémie ne soit pas immense en Afrique ou aux États-Unis, comme ça risque de l'être. Mais là, nous sommes absolument d'accord, et j'observe que l'Union européenne, en libérant ces sommes colossales, 1000 milliards et demi d'euros, elle libère des sommes dans une optique d'aide, de coopération internationale. C'est quand même essentiellement pour l'Espagne, pour l'Italie, pour la Grèce, pour la France qu'on le fait. Bon. Et donc, encore une fois, ce n'est pas pour les Pays-Bas, pour l'Allemagne. On a vu aussi qu'il y avait une coopération, une entraide extraordinaire, puisque lorsque nous, en France, nous n'avions pas suffisamment de lits de réanimation, le Luxembourg ou l'Allemagne ont pris des malades pour les abriter chez eux. Et même au début, souvenez-vous qu'on a envoyé des centaines de milliers de masques en Chine parce qu'on pensait qu'en France, on n'en aurait pas besoin. Voilà. Et donc, cette coopération, là, en l'occurrence, c'était peut-être pas le meilleur exemple, mais cette coopération, oui, mais cette coopération, elle est, à mon avis, c'est la plus belle leçon de la crise actuelle. Contrairement à ce que les gens disent, ce n'est pas la fermeture des frontières qui va nous sauver. On assiste à une formidable coopération entre les États sur le plan intellectuel, scientifique, mais aussi en matière d'aide, si je puis dire, humanitaire ou médicale. Et ça, je pense que c'est quelque chose d'assez extraordinaire aujourd'hui. Et cette solidarité-là, elle me plaît. Ce que je n'aime pas, encore une fois, c'est les gens qui récupèrent la crise pour défendre leur beefsteak, pour défendre leur fonds de commerce. Les écolos qui disent « Ah, c'est une crise écologique ». Les extrêmes droites qui disent « Ah, il faut fermer les frontières ». L'extrême gauche qui dit « Ah, c'est la mondialisation libérale ». Ça, pour moi, c'est insupportable parce qu'il faut regarder les choses de manière objective, impartiale. Et donc, on voit bien qu'aucune de ces trois réponses ou de ces trois analyses n'est la bonne. Et donc, on a vraiment affaire à une crise sanitaire tout à fait nouvelle. D'ailleurs, la plupart des scientifiques pensent qu'on ne reconnaîtra jamais ça. En revanche, ce qu'on pourrait connaître, mon cher Marc, et ça, là-dessus, on a tous vu les vidéos de Bill Gates, et là où il a raison, c'est que là, pour l'instant, on a affaire, sauf théorie du complot complètement débile, on a affaire à un virus naturel. Donc, encore une fois, on voit bien que ce n'est pas une question d'écologie. La nature n'est pas notre amie ici. Mais ce qui est très possible, c'est qu'on ait un jour affaire à des virus fabriqués par des bioterroristes. Et ça, c'est un vrai grand danger, parce que ça, c'est scientifiquement faisable. Et là, on aurait vraiment éventuellement affaire à des virus infiniment plus mortels que celui qu'on connaît aujourd'hui. Et donc là, il y a vraiment quelque chose peut-être. Alors, si on devait changer quelque chose dans le monde qui vient, c'est être capable de se préparer à ce type de bioterrorisme. C'est sûrement très difficile, mais Bill Gates a raison, c'est un vrai problème qui se profile à l'horizon. Alors, comment vous voyez la réaction à l'échelle individuelle des gens, c'est-à-dire dans quelques semaines, on sort progressivement du confinement en France? Est-ce que vous pensez qu'on va aller faire la fête de manière très importante, ou que les gens vont avoir quand même une réticence en se disant
qu'est-ce que ça m'a appris, le monde il n'est pas si simple, en remettant certaines valeurs quand même également à l'ordre du jour. Par exemple, la solidarité avec nos anciens, les rapports avec les parents. On s'est peut-être mieux rendu compte à quel point il était indispensable de plus communiquer avec ses parents, de leur parler plus souvent, de les voir, c'est difficile, mais peut-être, par exemple, ça c'est une valeur, les gens vont se dire maintenant, je n'étais pas un assez bon fils ou une assez bonne fille, et j'en ferai plus demain. Il y a certaines valeurs peut-être qui vont être remises à l'honneur, non? Je ne suis pas sûr qu'on ait que cette idée d'un retour aux valeurs comme si on les avait perdues. Je pense que les valeurs de la famille, elles sont en augmentation exponentielle depuis la Deuxième Guerre mondiale, et notamment depuis que le mariage d'amour, j'ai consacré à cette histoire de la famille plusieurs livres, Oui, depuis que le absolument. mariage d'amour est devenu la règle, les valeurs de la famille, chaque fois qu'il y a un pépin, quand il y a une maladie, qu'il y a une perte d'emploi, qu'il y a un accident de la vie, comme on dit, c'est vers la famille qu'on se retourne. Et donc ça, je ne pense pas que ce soit une nouveauté. Je pense que par ailleurs, on assiste aujourd'hui à des phénomènes de solidarité. On parlait de solidarité internationale, mais à l'intérieur des nations, les phénomènes de solidarité sont très forts. Bon, c'est vrai que ça paraît un peu nunuche, mais chaque soir à 8 heures, les Français applaudissent les soignants. C'est pas nunuche, en fait, c'est des signes de vraie amitié, si je puis dire, au sens filial, au sens ancien du terme. Même si on ne connaît pas les gens, il y a des phénomènes de solidarité qui sont là, et je pense qu'ils étaient déjà là avant la crise. La crise est simplement un révélateur, et donc je pense de ce point de vue-là que ça ne changera pas grand-chose. Je pense qu'en revanche, c'est vrai, dans tous les phénomènes, on n'est pas en guerre, hein, cette formule est absurde, mais on est malgré tout dans une situation qui, par certains côtés, ressemble à des épisodes Le président allemand a dit on n'est pas en guerre. Il n'y a non, pas mais il a d'armée qui raison. se bat contre. Il Il n'y n'y a a pas pas d'armée d'humains d'armée. contre d'autres Voilà. hommes. Et en plus, pour une fois, ce n'est pas contre l'Allemagne. Et donc, voilà, on n'est pas en guerre, mais on a un phénomène qui est quand même extrêmement étonnant, qui est surréaliste au sens propre du terme, qu'on ne connaît pas, que personne n'a jamais connu dans nos générations. Bon, ma mère a connu la guerre, bon, c'est tout à fait autre chose. Bon, mais voilà, néanmoins, dans ces périodes d'après-confinement obligé, oui, il y a, on le voit dans les périodes d'après-guerre, malgré tout, de ce point de vue-là, la comparaison est bonne, les gens font la fête. Les périodes d'après-guerre sont des périodes de retrouvailles, Oui, des périodes de fête, mais ce n'est pas mauvais, c'est des périodes de joie, des périodes voilà. Alors là, ce sera plus mais difficile ça parce que, sera peut-être plus difficile, oui, Luc, ça sera parce peut-être qu'il plus ne va pas difficile parce mourir. que vous, non, Ce pas sera plus seulement pour difficile. ça, c'est comment faire la fête en petit comité, on pourra sans doute, mais Oui, les grands rassemblements, les grands oui, concerts, voilà, aller au cinéma, prendre l'avion, etc., ça semble, au moins pour les prochains mois, extrêmement compliqué. exactement. Ça va Et ça, limiter quand même cet aspect fête. non, bien sûr, c'est pour ça que je parlais quand on sortira vraiment. Mais je ne pense pas qu'on sorte vraiment maintenant. Hein, il y a des modèles mathématiques qui sont en place et qui disent qu'en gros, pour sortir vraiment d'une crise comme celle-là, il faut 1 an et demi. Et ça, les gens ne l'ont pas Est-ce encore qu'on peut intégré. dire qu'on sortira vraiment lorsqu'il y aura un vaccin et que ce vaccin Exactement. sera administré? Là, tu as totalement raison. On sortira le jour où on aura un vaccin. Avant, ce sera extrêmement difficile. Il faudra des tests, un vaccin et des médocs efficaces. Voilà. Et ça, pour l'instant, on en est très loin. Pour avoir un vaccin, il faut, même en allant très très vite et en imaginant qu'on le trouve déjà, il faut 1 an et demi. Donc, tant qu'on n'aura pas ça, mais si on l'a, je pense qu'on aura une période de retour de la consommation parce que les gens, malgré tout, épargnent. Hein, en ce moment, on dépense très peu puisqu'on est confiné. On ne va pas au restaurant, on ne va pas au bistrot, on n'achète rien. Donc, il y aura une période de retour assez massif, malgré tout, de la consommation dans certains secteurs, pas dans tous, malheureusement. Et puis, il y aura une période probablement de joie. Mais ce qui est vrai, c'est que la sortie se fera en sifflet. Ce sera une sortie, voilà, comme ça, échelonnée, et donc moins joyeuse que si on avait, pof, l'armistice, et on peut aller rentrer des camps de concentration si on a la chance d'avoir pu en rentrer et aller embrasser sa femme ou son mari. Voilà. Là, ce sera hélas beaucoup plus long et beaucoup plus délicat. Bon, ça, c'est un peu une banalité ce que je vous dis, mais je pense qu'il faudrait que les gens l'aient en tête, et je pense qu'on n'en a pas parlé, mais c'est très important que les politiques arrêtent de dire des bêtises.
Voilà, il faut qu'ils arrêtent de mentir, il faut qu'ils arrêtent de dire des bêtises, il faut qu'ils arrêtent de changer d'avis. Il faut que la confiance s'installe entre la société civile et la société politique. En France, pour l'instant, ce n'est pas le cas. La défiance est très grande, mais elle a été aggravée par des erreurs voilà, de communication et des erreurs sur le fond aussi. Donc, il faut vraiment faire très attention à ça. On n'a pas besoin en ce moment de perte de confiance dans nos dirigeants. Voilà, donc ça, c'est un peu une banalité aussi, mais ça suppose, les deux sont liés. Ça suppose qu'on commence à dire aux gens que non, ce n'est pas le 11 mai qu'on va sortir dans la rue pour faire la fête. Ce n'est pas vrai. Voilà, et donc quand on laisse entendre Luc, ça, c'est faux. Luc, c'était un plaisir de dialoguer avec vous. Ah, J'espère qu'on pourra recommencer cet exercice, notamment parler, par exemple, technologie. On n'a pas parlé du tout du changement ou pas introduit par ces systèmes Zoom dont nous bénéficions aujourd'hui. Mais là, on doit rendre l'antenne à Radio non, J pour la suite des programmes. merci à vous. Merci beaucoup. Pour tous Merci nos beaucoup. auditeurs, bonne fête de fin de Pâques, de Pessah, et à très bientôt. Bon Et après-midi. protégez-vous. Merci à vous.